merci pour les organisateurs de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, puisque là, on parle de l'insuffisance ovarienne prématurée et de diminished ovarian response, c'est-à-dire la diminution des réserves ovariennes. Souvent, ce sont deux pathologies, je peux répondre immédiatement, deux pathologies complètement différentes. C'est pas du tout la même chose. L'insuffisance ovarienne prématurée et la diminution des réserves ovariennes sont bien définies actuellement. Pour l'insuffisance ovarienne prématurée, donc, elle est complètement différente de la diminution ovarian response. Donc, le premier, c'est un terme français, et puis le deuxième, c'est un terme anglais. J'ai préféré garder le titre qui est donné par l'organisation du congrès. Donc, selon l'état d'épuisement des réserves ovariennes, il y a d'abord l'insuffisance ovarienne prématurée, là où les ovaires ne fonctionnent plus et il n'y a aucune sécrétion estrogénique, et puis la diminution des réserves ovariennes, des OR. Donc, la première fois où l'insuffisance ovarienne prématurée a été décrite, en 1942, par Albright. En 2007-2008, on a introduit le terme d'insuffisance ovarienne prématurée pour remplacer le terme de ménopause qui est mauvais sur le plan psychologique par les patientes. Et en 2015, l'ESHRE a donné ses guidelines à propos de la prise en charge de l'insuffisance ovarienne prématurée. Donc, les différentes nominations, on peut parler de prémature ovarian insuffisance, prémature ovarian failure, prémature ovarian age, la ménopause précoce. Alors, la définition, elle est précise. Donc, l'insuffisance ovarienne prématurée, ça concerne les femmes avant l'âge de 40 ans. Le corollaire clinique, c'est l'aménorrhée ou bien l'oligoménorrhée, l'aménorrhée supérieure à 4 mois. Sur le plan biologique, l'élévation des gonadotrophines, la FSH supérieure à 25 unités, donc faite à un mois d'intervalle, l'effondrement de l'estradiolémie, et puis sa fréquence à peu près 1%. Donc, si on voit les causes, vous voyez que le plus souvent, il y a ce qu'on appelle les causes idiopathiques, puisqu'on ne trouve pas d'étiologie évidente. Le reste est dominé par les causes chromosomiques, telles que le Turner, les causes génétiques, dont le diagnostic est difficile à mettre en évidence, les causes auto-immunes, l'endométriose, les infections, et puis toute intervention sur les ovaires et la chimiothérapie. Là, on voit l'enquête étiologique. Lorsqu'on est devant une insuffisance ovarienne prématurée, on demande le karyotype, on recherche la présence de chromosome Y qui définit donc le XY. Si on fait le diagnostic, une gonadectomie est indiquée, l'X fragile, les causes génétiques et puis les causes auto-immunes, on recherche surtout les anticorps TPO. Quels sont les risques? Deux risques essentiels, le risque cardiovasculaire et le risque de démyélisation osseuse. Donc, ces risques incitent à un traitement à base d'hormones substitutives. Alors, est-ce qu'il y a des chances de grossesse lorsque une femme chez laquelle on pose le diagnostic de POI, en fait, il y a une toute petite chance de grossesse qui va de 5 à 10% selon les auteurs. Est-ce qu'on donne de l'espoir pour ces femmes? On leur dit, vous pouvez avoir une grossesse? Je pense que non. Il faut être clair, il faut leur dire que les chances de grossesse spontanées sont très faibles et on peut rien faire sur le plan thérapeutique. Donc, il ne faut pas leur dire, voilà, on va essayer de traiter. Non. Si le diagnostic est posé, aucun traitement pour aviser AMP.
il faut expliquer que le don d'ovocytes, c'est le seul traitement proposé par les guidelines de l'ESHRE. Alors, ça, ce sont deux traitements qui sont proposés. Je pense que c'est le domaine de la recherche, l'activation du tissu ovarien et les cellules souches. Pour l'activation du parenchyme ovarien, donc ça consiste à enlever les ovaires, les fragmenter, les mettre en contact avec un activateur, les remettre dans le corps de la femme et puis commencer une stimulation par PMA. Donc, c'est du domaine de la recherche. Il y a quelques cas dans la littérature. Par contre, l'utilisation de cellules souches, je pense que c'est quelque chose d'intéressant sur le plan scientifique. Donc, on utilise les cellules souches de la moelle osseuse, on les injecte dans les artères utérines et ça peut donner des cellules germinales. Là, on a fini l'insuffisance ovarienne prématurée. On passe au DOR, donc la diminution ovarian response. C'est une pathologie complètement différente. Donc, par contre, cette pathologie s'adresse à des femmes qui ont un cycle régulier, mais des réserves ovariennes qui sont réduites. Et cette pathologie, on la rencontre tous les jours dans notre activité de PMA. Et cette étude américaine montre que 32% des cycles de fécondation in vitro que nous faisons tous les jours concernent la DOR, donc sont des réserves ovariennes diminuées. Comment donc on fait le diagnostic de l'insuffisance ovarienne prématurée? Donc là, on a différents marqueurs, l'âge, la MH, la FSH, la FC, donc selon les recommandations de la SRM, la MH et le compte des follicules en trou sont les marqueurs les plus sensibles de la diminution des réserves ovariennes. Donc, c'est des marqueurs qui donnent une idée sur la quantité d'ovocytes qu'on peut récupérer, mais ça ne donne pas une idée sur la qualité des ovocytes, le taux de grossesse clinique et le taux de naissance vivante. Donc, il ne semble pas prédire de la probabilité de survenue de grossesse spontanée ou assistée, indépendamment de l'âge de la femme. Et il faut dire que les valeurs de la MH qui sont extrêmement basses n'empêchent pas d'essayer de donner une chance pour les patientes DOR. Donc, pour résumer, l'insuffisance ovarienne prématurée survient chez la femme de moins 40 ans. Par contre, la DOR, les femmes en âge de procréer, chez la femme en insuffisance ovarienne prématurée, il y a une aménorrhée. Chez la DOR, des cycles qui sont réguliers et la fréquence, à peu près 1% pour l'insuffisance ovarienne prématurée et pour la DOR, on la rencontre à peu près dans 32% de nos cycles de fécondation in vitro. Concernant l'insuffisance ovarienne prématurée, le seul traitement, c'est le don d'ovocytes. Pour la DOR, ce qui est proposé par certaines équipes, en particulier l'équipe Poséidon, c'est la Duostim, on va la voir tout à l'heure. Donc, là, pour résumer, quelle est la différence entre DOR et POR? DOR, c'est la Diminished Ovarian Response. La POR, c'est la réponse ovarienne qui est faible. Donc, les POR englobent la DOR et les POR existent sans DOR. Elle existe dans le cas d'un protocole de stimulation qui est mal fait en cas d'endométriose. Pour certaines femmes qui ont une faible sensibilité pour la FSH et pour les femmes qui ont des infections pelviennes. Les critères de diagnostic, ça se base sur l'âge, les tests de réserve ovarienne et c'est les antécédents de réponse faible. Donc, deux classifications ont été réalisées, l'ESHRE 2011, donc les critères de Boulogne, et la classification Poséidon 2016. Je passe sur les critères de Boulogne.
Le problème des critères de Bologne, c'est que elle s'adresse à une population très hétérogène, premièrement. Deuxièmement, des femmes qui ont une sensibilité qui n'est pas la même à la FSH, avec un problème des récepteurs de la FSH. Et enfin, le rôle de l'âge, en effet, l'âge, c'est un facteur qui indique l'euploïdie ou l'aneuploïdie selon l'âge de la femme si elle est jeune. Donc, elle a moins d'aneuploïdie chez les femmes âgées, beaucoup d'euploïdie. C'est pour ça que l'équipe Poséidon a donné une classification qui est adaptée pour choisir le traitement et pour personnaliser le protocole de traitement 4 groupes dont le pronostic est différent et il se base sur les paramètres âge, marqueur de réserve ovarienne et puis réponse antérieure à une stimulation. Voilà la classification Poséidon. Le groupe 1, vous le connaissez bien, les femmes jeunes avec réserve ovarienne normale, avec antécédent de réponse faible, les femmes âgées avec les mêmes caractéristiques, et puis le groupe Poséidon 3, c'est les femmes jeunes qui ont une réserve ovarienne faible, et le groupe 4, c'est les femmes âgées qui ont une réserve ovarienne faible. Et donc les DOR, la Diminished Ovarian Response, qui nous intéresse ici dans cette présentation, ça concerne le groupe 3 et le groupe 4 Poséidon. Donc, quelle est la prise en charge de ces DOR? Selon le groupe Poséidon, l'idéal c'est de faire une diostime, c'est-à-dire faire une double stimulation dans le même cycle, ceci se base sur le fait que le cycle menstruel comporte beaucoup de poussées de follicules. Et donc là, ce groupe Poséidon, il a établi un protocole de traitement qui se base sur la FSH recombinante, 300 unités par jour avec la LH recombinante, et il ajoute l'antagoniste de la GnRH pour éviter toute ovulation, et puis il déclenche par l'analogue de la GnRH, et il met à peu près 4 jours de repos, et puis il commence la deuxième stimulation en phase lutéale. Donc là, c'est une nouvelle revue de la littérature concernant cette diostime. Donc c'est une approche de méta-analyse faite par Konstantinos, et voilà les résultats. Donc, quelle est la place de la diostime dans la DOR? Donc, vous voyez ici que plusieurs protocoles de traitement dans la DOR utilisés selon les auteurs. On peut faire la mild stimulation, on peut faire également des protocoles qui sont conventionnels. Et le déclenchement, il y a des gens qui déclenchent par l'analogue de la GnRH, il y a des gens qui déclenchent par l'HCG, et puis ils mettent à peu près 0 à 7 jours avant de commencer la stimulation en phase lutéale, et ils utilisent pratiquement le même traitement en phase lutéale, et donc de ponction pour avoir le maximum d'ovocytes. Voilà le résultat de cette méta-analyse. Donc là, il conclut que les jours de stimulation en phase folliculaire sont les mêmes qu'en phase lutéale. Le taux de fécondation, il est le même en phase folliculaire et en phase lutéale. Et le nombre d'ovocytes recueillis comparé à une stimulation conventionnelle, la diostime donne beaucoup plus d'ovocytes matures qu'une stimulation conventionnelle. Mais ça s'explique, cette courbe s'explique bien par le fait que dans la diostime, on a utilisé 2 fois la stimulation en phase folliculaire et en phase lutéale, et dans la stimulation conventionnelle, un seul cycle. La même équipe de Ubaldi a fait donc une autre étude sur une diostime, donc la diostime faite dans un seul cycle avec stimulation en phase folliculaire et lutéale, et 2
donc 2 stimulations en cycle conventionnel et ils ont trouvé pratiquement le même nombre d'ovocytes. Alors, je finis par cette comparaison duo-stim avec la stimulation conventionnelle, le même taux de naissance vivante entre les deux. Alors, quelle est la place de la duo-stim? Donc, la différence entre la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc, on constate que les ovocytes et les embryons en phase lutéale ont le même potentiel de développement et la deuxième stimulation en phase lutéale n'est pas corrélée avec un taux d'aneuploïdie supérieur à celui de la phase folliculaire. Donc, la duo-stim constitue une option valable pour augmenter le nombre d'ovocytes et d'embryons dans un cycle ovarien. Avec la duo-stim, les résultats sont similaires au cycle conventionnel. La duo-stim permet un gain de temps. Et puis surtout, on a constaté que la duo-stim permet de diminuer énormément le taux d'annulation du cycle, d'une part, et d'autre part, la duo-stim permet également d'éviter que les femmes abandonnent complètement puisque le cycle n'a pas donné beaucoup d'ovocytes et beaucoup d'embryons et donc le premier cycle a échoué. Donc on profite pour faire en même temps 2 stimulations en phase folliculaire et en phase lutéale. Quelles sont les autres possibilités thérapeutiques? Là, on trouve les androgènes, la GH, la myostimulation, les corticoïdes, la coenzyme Q10, la PRP. Donc, mais tous ces médicaments, toutes ces techniques sont peu ou pas randomisées et donc chacun utilise ces médicaments, mais on n'a pas de preuve de leur efficacité. Par contre, ce qu'il y a ici, c'est que la SRM a validé que la malstimulation donne le même résultat concernant le taux de grossesse chez les mauvaises répondeuses que la stimulation conventionnelle. Donc, si on fait une stimulation conventionnelle ou bien une stimulation par ce qu'on appelle la myostimulation, on obtient exactement la même chose. Donc, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est bien illustré dans ce cas clinique. Je pense que c'est un cas clinique intéressant de DER avec un cycle naturel modifié. Donc, dans ce cas clinique, la femme elle est relativement jeune, 27 ans. Elle est mariée depuis 7 ans environ, cycle régulier, biologie normale, hystéro normale, karyotype normal. Son mari présente une oligoasténospermie sévère avec une numération 0,2 millions, une mobilité 1% et des formes typiques à 0%, karyotype normal, pas de microdélétion. Donc, avant de venir, cette patiente, elle a déjà fait une FIV en février 2015, un protocole agoniste. Elle a eu 11 ovocytes, 2 embryons, pas de grossesse. Une hystéroscopie lui a été faite, un endomètre inflammatoire pour lequel elle a été traitée. La première FIV qu'on a faite en janvier 2016, on a changé un protocole antagoniste, on a eu 7 ovocytes, 2 embryons, mais pas de grossesse. La deuxième FIV a été faite à peu près 10 mois après. Donc, on a changé le protocole agoniste. On a eu 2 ovocytes, 2 embryons, grossesse biochimique. Entre-temps, on a refait les analyses chez cette patiente et on a remarqué que le taux d'AMH était 0,75 nanogrammes par millilitre. Et donc, elle fait partie du groupe Poséidon 3. On a quand même essayé un autre protocole antagoniste, stimulation conventionnelle. On a obtenu seulement un ovocyte, un seul embryon, pas de grossesse, et vous voyez que les réserves ovariennes diminuent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire plutôt
un protocole naturel modifié, puisque ça peut donner exactement la même chose que le protocole conventionnel. Donc, le premier cycle sous létrozole a été annulé puisqu'on a trouvé qu'elle a ovulé. Un deuxième cycle avec létrozole plus HMG a donné un ovocyte, un embryon, pas de grossesse. Un bilan a été refait, il a montré que la MH a chuté encore, 0,25 nanogrammes. Un troisième cycle fait avec donc un cycle naturel modifié en association avec l'étrozole et en association avec l'HMG. Donc voilà le protocole de stimulation. On a commencé par le Femaplex, 2 comprimés par jour pendant 5 jours, puis à J8, on a fait l'échographie, on a trouvé un follicule de 14 et puis un deuxième de 11. Et donc, on a donné 150 unités de HMG. Et bien sûr, on a introduit l'antagoniste de la GnRH. Et à J12 du cycle, on a déclenché l'ovulation sur un follicule à peu près 19. La ponction, elle a donné 2 ovocytes, 2 matures, 2 embryons, et la femme, elle était enceinte. Il s'agit d'une grossesse gémellaire. C'est une femme qui a accouché par césarienne, une fille de 1,8 kg et un garçon de 3 kg. Et donc, pour résumer, POI et DOR, donc insuffisance ovarienne prématurée et diminution ovarian reserve, donc la diminution des réserves ovariennes sont 2 identités différentes, 2 définitions différentes, 2 prises en charge complètement différentes et 2 pronostics complètement différents. Je vous remercie.